Avec ou sans lune, ils veillent regroupés autour d'un feu de bois au centre de l'île de Sangomar. En attendant de poursuivre leur voyage, ils traversent la nuit du Saloum et répondent à ceux qui les réclament sur l'autre rive. À terre, certains essaient encore de comprendre par quelle voie du destin ils s'étaient croisés avant de se retrouver piégés ensemble là-bas, dans un repli de l'Atlantique. Beaucoup les croient hors d'atteinte, mais ils ne sont pas si loin. On peut même les entendre discuter depuis leur escale. Survivre à l'absence, surmonter le deuil, c'est le point de départ des Veilleurs de Sangomar, le dernier roman de Fatou Diom, notre invité aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche et merci à vous, Fatou Diom, Merci. d'être avec nous. Merci. Vous parlez dans votre sixième roman de ces Veilleurs de Sangomar. C'est d'ailleurs le point de départ de ce roman. Vous avez commencé votre carrière avec Le ventre de l'Atlantique, votre premier roman qui était paru en 2003, qui évoquait les rêves d'émigration de jeunes Sénégalais et qui était en partie autobiographique. Aujourd'hui, avec Les Veilleurs de Sangomar, vous racontez l'épreuve que traverse Koumba. C'est une jeune veuve qui, selon la tradition musulmane, doit porter le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Elle fait ça chez sa belle-mère, dans son village natal, sur la côte sénégalaise, d'où elle voit la pointe de Sangomar. Qu'est-ce que c'est, cette pointe? Alors, la pointe de Sangomar, c'est juste en face de mon village natal, Niodior. Et c'est une île sacrée. C'était un sanctuaire dans la religion sérère animiste. Et maintenant, cette île n'est pas habitée, donc, mais il y a ces baobabs très majestueux et les gens en ont un peu peur parce qu'on considère l'île de Sangomar comme les Champs-Élysées, le lieu où se retrouvent les ancêtres et les esprits des morts. Le Champs-Élysées au sens Au sens, antique, évidemment, et pas oui. parisien. Non, 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 non. C'est Donc, vraiment au sorte sens religieux du terme. Les morts se retrouvent là-bas, l'âme des défunts, voilà, nos esprits, les pangols, on les appelle chez les Sérères. Les pangols sont là-bas avec les djinns. C'est une sorte de purgatoire qui permet de faire une sorte de transition entre les vivants et les morts pour faire des derniers adieux. Même pas purgatoire, parce qu'il y a le sens punitif du mot purgatoire. C'est vraiment le rassemblement. C'est comme un lieu de transit. C'est une île, hein. C'est vraiment la traversée. Ils attendent là-bas en attendant d'aller dans d'autres missions dans l'univers de Roxen, leur dieu animiste. Alors, ce qui donne le point de départ à cette histoire, donc c'est le veuvage de Koumba. C'est Oui. une jeune femme qui a un bébé tout jeune, quelques mois seulement, et donc qui a perdu son mari, Bouba, dans une tragédie. C'est le naufrage du Jola. C'est un événement réel qui a eu lieu en septembre 2002 et qui a été une tragédie pour le Sénégal. Oui, le 26 septembre 2002, il y a eu le naufrage de ce ferry qui reliait la capitale donc, sénégalaise Dakar à Ziguinchor, la plus grande ville du sud du Sénégal. Et puis ce bateau a sombré. Il y avait, donc on déclare 2000 personnes, environ 2000 personnes, mais on n'a pas le chiffre exact. Le chiffre officiel, c'est 1864. Mais il y a des familles qui déplorent des pertes, des gens qui n'ont pas été enregistrés, par exemple, qui n'avaient pas de ticket. Donc, c'est pour ça qu'on dit environ 2000. C'est un drame à plusieurs égards, évidemment pour le nombre de victimes. Il y a aussi le fait qu'il y a eu une surcharge considérable. Le bateau était prévu pour environ 550 personnes. Oui, Il y avait plus de 2000 qui étaient à bord au moment du chavirement. Et vous en parlez comme de ce drame comme d'un Titanic africain. Oui, et parce que c'est en termes de nombre, c'était quand même vraiment encore pire. Il y a beaucoup plus de personnes. Mais il y a tellement de nationalités différentes et puis des jeunes gens. C'était la rentrée universitaire aussi. Les gens quittaient le sud du Sénégal. Les étudiants revenaient à Dakar pour les études. Il y a des touristes qui quittent à ce moment-là le sud, la Casamance, qui est une région très très belle, très verte. Et toutes les personnes qui font le commerce aussi entre la capitale. Il faut savoir que c'est le bateau qui désenclavait cette région. Donc c'était quasiment incontournable. Oui, parce qu'il y a la Gambie, le Sénégal, c'est une sorte de C, oui, au milieu duquel se trouve la Gambie. Et donc, Ziguinchor, c'est au sud et Dakar, c'est au nord. Et ça fait la liaison entre les deux. Voilà, donc c'était vraiment la connexion la plus directe. Et les gens qui revenaient étaient piégés dans ce ferry-là. Et cette jeune Koumba, elle a perdu son mari qui faisait du commerce et qui avait une boutique à Dakar. Et il partait, revenait pour chercher des produits au sud. Donc, l'huile de palme, les noix de cajou, c'est une région très verte, très agricole. Et cet homme-là est resté dans ce bateau et sa jeune veuve ne s'en remet pas.
Oui, elle en parle comme d'un homme parfait, quelqu'un. Il est parti au sommet de sa gloire, en fait. Ils sont jeunes mariés, très amoureux. Mhm. Ils ne sont pas encore vraiment confrontés aux pires moments de la vie, les moments les Ouais. plus difficiles. Donc pour elle, c'est une épreuve extrêmement dure. Vous dites aussi que dans le livre, vous parlez du prisme déformateur du traitement des drames dans les informations. Vous dites que c'est lié à la puissance financière des pays. Plus un pays est riche, plus c'est catastrophique, même s'il y a peu de morts. Oui, parce que plus ce pays a une force de frappe au niveau médiatique aussi. Donc, c'est clair que quand il y a une tragédie en Europe, en Amérique, avec les moyens de communication dont disposent enfin, les deux continents, on en parle beaucoup plus. Alors que l'Afrique semble enclavée, même au niveau information. Combien de tragédies surviennent en Afrique et nous mettons beaucoup plus de temps pour les entendre. Mais il y a aussi autre chose que j'interroge. Moi, j'interroge l'opinion internationale. Est-ce que quand une tragédie frappe les pauvres ou les pays pauvres, on en tient moins compte parce que ces pays peut-être pèsent moins lourd? Et c'est quelque chose qui me révolte parce qu'une vie humaine est une vie humaine. Et comme quand les tragédies surviennent au bout du monde, eh bien, ce sont quand même les nôtres, humainement parlant, ce sont aussi les nôtres qui sont partis. Et justement, ce livre, en fait, c'est une sorte de... Comme Kumba, en fait, c'est une sorte de stèle, vous dites, à tous ceux qui sont morts et ceux qui n'ont que l'Atlantique pour linceul. Votre écriture, c'est aussi une façon de faire des liens entre l'Europe et l'Afrique, parce que vous faites beaucoup de comparaisons, notamment, je pense, aux références métissées. Vous parlez d'Hercule, vous parlez de Senghor, vous parlez de Roméo et Juliette, vous faites des relations aussi avec les traditions animistes. Vous jetez une sorte de pont à travers l'Atlantique, au-dessus de l'Atlantique, entre l'Europe et le Sénégal, l'Europe et l'Afrique. Et vous-même, c'est à l'image de votre histoire, puisque vous êtes franco-sénégalaise. Mais oui, parce que déjà la formation, vous savez, quand vous faites des études de littérature, sauf à se priver d'une part de la connaissance humaine, on est obligé quand même d'aller beaucoup de siècles très très loin, donc la Grèce antique évidemment avec Hercule et toute cette mythologie grecque. Nous avons aussi des points correspondants en Afrique. Et il y a d'autres contes qui rappellent des contes ici en Europe. Et moi, d'avoir vécu si longtemps en Europe et d'avoir grandi au Sénégal, tout ça me permet de faire le lien parce que ma culture elle-même, c'est un mélange de tout ça. C'est une jonction. Moi, je suis au milieu. Je suis une intersection, je me vois comme ça, entre l'Europe et l'Afrique. Donc, ma tête, c'est ce mélange-là. D'ailleurs, c'est aussi ce que retiennent vos lecteurs. Je vous propose qu'on écoute quelques-uns qui sont venus vous écouter. Aïe, aïe, aïe. Elle se revendique européenne, africaine, comme quoi elle n'a pas besoin de militer pour son identité. Et il n'y a pas de conflit entre les deux identités. C'est ça surtout qui fait sa différence. Et ça, elle sait bien l'expliquer, Fatou Diom. Elle fait des observations comme des sociologues en fait, qui menent en recherche dans un terrain. Elle a toujours un recul sur les situations et avec des analyses très pertinentes. Et moi, je trouve ça très inspirant. Voilà, donc ces lecteurs qui font, comme vous, le lien entre l'Europe et l'Afrique. Vous faites aussi passer à travers votre écriture des messages politiques de tolérance et d'ouverture. Je voudrais citer un extrait. Capitaine, carangue, dorade, espadon ou barracuda, les poissons s'acceptent différents, tandis que les humains, eux, se mènent des guerres de chapelle, se convertissent et s'uniformisent. En mathématiques, ils s'y connaissent en division, mais ratent trop souvent l'addition. Il y a beaucoup de musicalité, de poésie. Et en même temps, vous rappelez ce message, les hommes sont tous les mêmes partout. Oui, parce que vous savez, quand vous avez grandi dans un endroit et puis vous vous ouvrez au monde, vous rencontrez d'autres cultures, c'est étrange, mais j'ai l'impression d'être plus proche encore de ma culture d'origine en vivant en Europe. Ça semble paradoxal, mais c'est tout à fait compréhensible, c'est que la distanciation vous permet de regarder cette culture qui est la vôtre d'origine et de lui trouver des points communs avec les autres qui vous accueillent aussi. Et donc, je vois que l'essentiel, c'est la même chose. Ce qu'il y a de plus fondamental dans notre vie humaine, c'est exactement pareil. Donc c'est ça qui me permet de vivre en Europe, de vivre en Afrique sans me sentir à chaque fois étrangère, mais à chaque fois adoptée. Je suis toujours parmi les miens. Où que je sois, je suis toujours parmi les miens. Vous parlez aussi d'une autre forme de différenciation dans les populations, c'est celle entre les hommes et les femmes. Vous dites qu'au Niodior, le même mot désigne les hommes et les femmes, on parle d'humains, et que c'est finalement la colonisation qui a fait la séparation avec les religions importées. Avec les religions, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les combats féministes, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous vous définissez comme une féministe? Est-ce que le mot vous paraît galvaudé? Non, ça ne me semblera jamais galvaudé, parce que de toute façon, ne pas défendre ces droits-là, c'est les perdre. Ou en tout cas, courir le risque de les perdre. Mais je dis toujours, je ne suis pas féministe, ou alors je dirais, je ne suis pas que
féministe. C'est-à-dire que je défends les droits humains d'une manière générale. Parce que si mes frères sont victimes d'injustice, je me révolterai pareillement. Donc, il se trouve que le féminisme, c'est une partie des droits humains. Donc, ne pas respecter les droits des femmes, c'est ne pas donner son sens plein à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est la Déclaration universelle des droits de l'être humain. Eh bien, ce sont les femmes qui mettent le monde au monde. Et oui, alors tout ça, c'est à retrouver dans votre livre, Les Veilleurs de Saint-Goamard, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Et on va se quitter avec votre coup de cœur. C'est le film, 2 mois de Cédric Clapiche, qui raconte l'histoire de 2 Parisiens qui traversent un épisode dépressif. Pourquoi vous avez choisi ce film ? 2 mois, MOI. Donc, c'est 2 égaux. Et cette vie moderne est remplie de solitude. Pourquoi ? Parce que chacun est dans sa bulle. Et les gens sont enfermés souvent dans leur détresse. Et ces 2 personnages-là vont petit à petit se découvrir. Ils vont se rendre compte que finalement, leur solitude, il y a une intersection dans cette solitude-là. Et se rencontrer, communiquer, partager, ça va les rapprocher. Et petit à petit, c'est une leçon philosophique que nous donne l'autre. C'est-à-dire l'autre peut être mon miroir, à condition d'accepter de le regarder. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Merci beaucoup, Fatou Diom, d'avoir été notre invitée. Je vous propose qu'on se quitte en regardant justement les images de 2 mois, le dernier film de Cédric Et merci Clapiche. Cédric Clapiche. Merci à vous aussi. Merci. Non, mais ça, c'est pas vous, ça. Ah bon? C'est quoi, moi, alors? Il est à pesto, et pesto. Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème. Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive.